Patricia Château est sociologue. Sa thèse lui a permis de mieux comprendre l'évolution de nos compatriotes des Hauts, les gens des Hauts, comme on dit. C'est dans Gadiam Rayonnais. Bonsoir Patricia Château. Bonsoir Jesmy. Alors la question c'est les gens des Hauts. Aujourd'hui on utilise un peu moins, mais à l'époque de la thèse que vous avez présentée, c'était quoi les gens des Hauts? C'était qui et c'était quoi les gens des Hauts? Alors, tout d'abord, il faut considérer qu'il y a l'espace qu'on appelle les Hauts et une population qu'on dit gens des Hauts et qu'on dénomme plus précisément comme les Yabs ou les Petits Blancs anciennement. Et ça, quand on dit gens des Hauts, on parle que des Petits Blancs des Hauts ou on parle de tous ceux qui habitent dans les Hauts? Voilà, alors ça a été donc l'enjeu et tout mon travail de recherche, c'était de comprendre, d'une part, pourquoi est-ce qu'on appelle cet espace gens des Hauts, l'espace des Yabs, etc. Donc, il m'a fallu... Le terme Yab vient de où? Alors là, par contre, je n'ai pas pu trouver, parce que moi, j'avoue, parce que je ne me suis pas vraiment intéressée à la notion de la catégorie de la population, mais plus à ce qui fait le peuplement des Hauts. Parce que là où il y a un paradoxe, si on veut, on dit les petits blancs des Hauts, mais on sait très bien qu'à partir de 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage, ceux qui sont montés au plus haut, c'est bien les anciens esclaves, les affranchis. Oui, justement. Alors, dans l'observation de cet espace, je me suis documentée donc, et on a vu donc qu'il y a différents moments de peuplement des Hauts de la Réunion. Alors, il y a effectivement les Hauts qui se trouvent être un espace de relégation, à savoir les personnes les colons blancs d'ailleurs au départ, dès le départ de la colonisation, les petits colons, on va dire, les plus pauvres, s'appauvrissent, je me répète, et donc certains tentent leur chance dans les Hauts, ou bien tout simplement pour éviter d'être pris pour vagabondage, et vont dans les Hauts. Mais aussi, il y a cette question de marronnage, à savoir c'était un lieu, on va dire, un lieu non défriché, libre, où les esclaves pouvaient se réfugier. Et deux choses. Ce qui est important aussi de dire, c'est pourquoi les petits blancs remontent dans les Hauts, c'est que ces terrains-là n'étaient pas exploités par les riches propriétaires terriens, même y compris pour la canne. Donc c'est vrai que ces terrains-là étaient libres, ils n'appartenaient à personne, et que ce soit pour les petits blancs ou pour les esclaves, c'était un terrain pas très accueillant en matière pour travailler la terre, mais c'était des terrains qu'ils pouvaient prendre. Oui, alors justement, cette question de la compréhension de la société des Hauts, c'est fait comme vous l'avez dit, en fonction des différents peuples, enfin de groupes ethno-culturels qui se sont installés, et également en fonction de l'espace qui va être pris en charge par les gouvernements successifs. À un moment donné, lorsque on se rend compte qu'il y a trop de vagabondage sur les bas, ou alors pour essayer de réfréner l'esclavage, on va accepter d'accorder des terres aux petits blancs, comme on dit. Mais cela dit, il faut savoir aussi que la zone des Hauts n'est pas une zone homogène. Certains cirques, tels que Salazie ou Elbourg, si je me trompe, parce que ça remonte un petit peu, appartenaient déjà à ce qu'on appelle des moyens propriétaires. Vous voyez, ce n'était pas tout à fait une zone complètement déserte et tout. C'est surtout en fonction de la difficulté d'y accéder et de produire et de travailler et d'avoir des ressources. Oui, parce que c'est pour ceux c'est pas facile de le comprendre comme ça, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de téléphone, et il fallait y aller à pied ou en charrette bœuf ou à cheval. Et c'est vrai que pour y aller, pour l'exploiter, on n'y allait pas le matin pour revenir le soir, mais quand on y allait pour 15 jours, loin de tout, quoi.
Oui, c'était aussi notre phase où il y a eu ce côté où Léo, qui était je le répète, un espace de relégation, parce que non intéressant pour la production des denrées d'exportation, commençait à avoir une petite économie. Hein. D'ailleurs, je fais un détour par ceux, donc des bas, qui ont pu retrouver dans Léo un moyen de produire et de vivre mieux à travers la culture de géranium, hein, spécialement en partant de Saint-Denis, en allant vers l'ouest et tout. Mais donc, un petit peu alors, juste revenir sur un point. Concernant le géranium, on en parlera après, mais je veux revenir sur ce peuplement des Hauts et ces gens des Hauts. On va aussi vous dire que ce n'est pas non plus la crème de l'élite qui parle. Ce sont des gens qui n'ont pas d'instruction, qui ne savent pas lire pour certains. Je veux dire, c'est une population qui est un petit peu en marge de la société. Voilà. On va le recontextualiser un petit peu. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, on n'a pas l'éducation nationale, effectivement. C'est la production agricole qui vous donne, on va dire, un statut de colon bien inséré, quoi. Et effectivement, vous avez donc les gros planteurs du littoral qui sont qui peuvent assurer l'éducation, la culture, etc. Et vous avez la grande majorité de la population qui produit ses propres connaissances. Ce sont donc comme toute société paysanne ou autre des connaissances et puis comme tout groupe, d'un point de vue anthropologique, qui arrive et qui vit sur un espace donné, qui va donc faire la découverte, donc l'appropriation de ce territoire par la compréhension du climat, de ce qu'ils veulent faire. Donc, et ça produira un ensemble de connaissances. Et un vocabulaire particulier aussi, des termes, et puis des façons d'être et de faire. Et puis on le voit par leur façon de travailler, un rythme dans le quotidien. Maintenant, vous avez également, effectivement, vous avez cette population, vous voyez, et vous avez donc cette population de petits colons dès le départ qui se trouve surendettés par cette économie qui est destinée vers l'extérieur et qui va appauvrir de plus en plus ceux qui ont moins de moyens. Donc vous avez ceux qui vont s'acharner à se trouver un moyen de produire. De pouvoir produire des cultures vivrières, peut-être ailleurs un peu de vanille, etc. Et puis le géranium, comme on avait dit, enfin bref, différentes choses, le vétiver et tout ça. Et vous avez effectivement aussi une partie qui est un peu plus récalcitrante, qui, elle, ne se trouve vraiment pas bien dans ce contexte. Un esclave contre des esclaves, contre l'exploitation, contre une exploitation où, dont on n'est pas propriétaire, mais qui est à la compagnie, et qui en échange de pouvoir habiter, c'est l'habitant, contrairement à l'esclave qui, lui, est, vous voyez, le noir ou l'Indien qui est engagé, lui, c'est l'habitant. Il a le droit d'habiter, il a le droit de produire, il a le droit de travailler. Mais celui-ci, par contre, il est un petit peu récalcitrant aussi, parce qu'il dit qu'il n'a pas élevé des cochons, des poulets, des volailles pour enrichir la compagnie. Donc, c'est un petit peu il y a différents, vraiment, c'est pas une population homogène. Donc, tout cela se retrouve plus ou moins un petit peu. Et je rajouterais, on retrouve aussi dans des archives des choses extraordinaires qui font un petit peu aussi des récits un peu pittoresques. C'est que ils sont parfois ceux-là. Alors, vous avez d'une part ceux qui sont reconnus comme les bons pères de famille, qui veulent produire, etc. De l'autre côté, des vagabonds que l'on déclare être des fainéants et soutenir les noirs marrons en les laissant chez eux et en empochant la petite somme d'attraper un esclave, d'avoir tué, et puis ils sont là, ils vivent, on dit, d'une manière tout à fait insoutenable pour des blancs d'une société de plantation esclavagiste. Alors, moi, je vais revenir après 1848, parce que ça va démontrer quand même que la Surinesse va essayer de se créer vraiment. Et je veux revenir là-dessus. Et quand on parle de ces petits blancs des Hauts, c'est vraiment des gens aussi qui vivaient
en cercle, en vase clos. Oui, parce que forcément, je ne sais pas si c'est vraiment en vase clos, mais c'est vrai qu'il y a eu des universitaires, toute une littérature spécialisée qui essaie de démontrer qu'il y a finalement un système plus ou moins, sans avoir la même rente, hein, un système plus ou moins d'arrangements matrimoniaux. Hein. Maintenant, effectivement, on a parlé auparavant des hauts sous cette forme de consanguinité, etc. Mais il y avait ça, il y avait aussi, en fait, c'est que la richesse des familles, que ce soit au Moyen-Âge ou à l'époque, juste après l'esclavage, et jusqu'aux années 1960, c'est que les familles, enfin 70, 80 déjà, à La Réunion, c'est que d'avoir des enfants, c'était une richesse, parce qu'il fallait de la main-d'œuvre pour travailler. Oui, tout à fait. Et surtout qu'on va dire que l'espérance de vie était assez courte. Oui, tout à fait, également aussi. Il faut transmettre le foncier, il faut transmettre. Oui. Et lorsqu'on parlait, en fait, ce sont surtout les conditions de travail pour cette population des Hauts, parce que eux, quand ils plantaient la canne, ils les coupaient eux-mêmes, ils les livraient eux-mêmes en charrette à l'usine. Il y avait derrière tout ça, il y avait toute une organisation à mettre en place. Il fallait qu'ils fassent leur culture vivrière, qu'ils fassent à manger. S'ils voulaient pas produire pour la Compagnie des Indes, il fallait quand même produire pour la famille, il fallait élever les bêtes, il fallait vraiment s'occuper de tout. Oui, alors justement, là, vraiment, on est obligé, c'est pour ça que donc ma thèse a porté là-dessus, à savoir bien comprendre la formation de cet espace et bien comprendre les catégories d'individus, de groupes qui s'y trouvent. Donc, lorsque, excusez-moi, j'ai pas trop, je reviendrai à votre question, j'ai un petit, parce qu'il y a eu énormément d'informations. Oh, allez, continuez sur ce que vous allez dire. Oui, et donc, ce que je voulais dire, c'est que lorsque cette zone va être aménagée, hein, ça va être ce qu'on appelle pas forcément un espace nou. Bon, voilà. Du coup, on va pouvoir peut-être un petit peu comprendre ce que c'est que la sociologie rapidement. Lorsque, pour nous, on va parler de la Réunion, le littoral et les Hauts. Hein. Pour nous, le littoral, c'est là où il fait un petit peu chaud, il fait bon, et on va voir effectivement ces productions d'exportation. Et au fur et à mesure que l'on monte, ça va être donc, on va dire que les hauts, c'est cette partie montagneuse. Mais dans le zonage réel, hein, on va dire administratif, cela bouge. Hein. La zone des hauts, ce n'est pas forcément là où on commence à faire un petit peu frais, etc. Cela va être une zone qui va se définir, on va dire, dans les années 70 par une zone où on va faire un aménagement de type aménagement de montagne. Donc, il va falloir faire aussi une différence entre la zone de la canne à sucre à respecter, parce que sur les mi-hauteurs, les mi-pentes, hein, pour certains, c'est les hauts. Et pour d'autres, ce n'est plus les hauts pour tout ce qui concerne l'administratif. Donc, il faut comprendre qu'il y a, d'un point de vue du savoir réunionnais, les hauts, les bas, le climat, ce qu'il vit, etc. Et le zonage le zonage administratif qui va déterminer le type d'activité. Et c'est pour ça justement qu'on arrive à croire à dire les hauts, c'est les petits blancs, c'est les yabs, et le littoral, c'est tout le monde. En fait, les hauts, comme le littoral, c'est une zone de métissage. Pourtant, on sait que dans les hauts, en tout cas surtout chez dans certains villages, ça reste quand même très, très en vase clos. Là, on le voit dans la suite, on se rend compte qu'ils vivent vraiment entre eux. Et je parle pas de ceux qui habitent à Mafat ou à Marla, parce que là, c'est assez particulier, ou à Massilaos. Mais il y a un moment où on voit que c'est pas... Il y a peut-être un métissage, mais le métissage va se faire avec les esclaves affranchis.
Oui, oui, oui. Il y a cette part, et quand j'entends métissage, je veux dire par là qu'il y a la présence en dehors des catégories divisées, enfin des divisions de catégories ethnoculturelles à La Réunion, d'origine indienne, d'origine africaine, d'origine européenne, d'origine asiatique. Ben, ce que j'entends par métissage, c'est-à-dire que ça va être une zone quand même où on va retrouver toutes ces populations. Maintenant, si on revient sur cette question... c'est vrai surtout à Salazie. Effectivement, si on regarde la population de Salazie, on voit que dans un coin, il y a les Blancs, d'un autre, il y a les Malbars, et de l'autre côté, il y a ceux qui descendent des esclaves. On voit que c'est vrai que ça se fait... chacun choisit un petit peu son coin et le peuple. Oui, tout à fait. Ça doit être certainement une histoire foncière, mais là, je ne suis pas une spécialiste. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que, par contre, c'est vrai qu'on arrive dans des endroits où on se dit « Ah bah oui, il n'y a que des Blancs, là. Il n'y a que les petits Blancs. » Parce que ce sont ceux qui sont arrivés l'an premier, qui ont mis là, qui ont mis... Voilà. Hein, donc, ce qui est important aussi, c'est de dire que... C'est de savoir que on a eu peut-être une même... pour pouvoir, c'est quand même une société où la terre était très importante puisqu'il fallait, il faut produire. C'est une population agricole, donc les terres sont importantes. Si on ne le fait pas de la même manière que les grandes familles qu'on appelle les grands blancs à La Réunion, on le fait quand même. On va dire peut-être par affinité ou peut-être par interconnaissance des rapprochements. Maintenant, certains parlent d'isolat. Je n'irai pas là-dessus parce que je n'ai pas eu le temps d'approfondir cette question. Je me suis juste un petit peu, on va dire, promenée sur ces problèmes. Moi, j'ai voulu travailler sur déblayer un petit peu, si vous voulez, cette question de l'espace des Hauts et de la société des Hauts. Et là, il faut je pense qu'il faut reconnaître que La Réunion, nous avons bien entendu différentes entités ethnoculturelles et que certains, par exemple, défendent à l'heure actuelle une habitude, comme ils disent. Ils en sont fiers, ils disent une façon de parler, etc. Mais ils partagent un même espace, donc forcément, anthropologiquement, ils ont dû partager des mêmes connaissances. Donc, ils ont des liens, c'est pour ça que c'est ce que j'appelle le métissage. Ils ont des liens communs. Alors, on va juste définir un petit peu l'anthropologie pour dire que c'est comprendre la façon de l'évolution d'un peuple ou d'une race et comprendre comment ça s'est réalisé, ça s'est fait et ça s'est construit surtout. Et lorsqu'on parle par exemple des Yab des Hauts, des Blancs, des petits Blancs des Hauts, on voit que ça s'est fait non pas dans une volonté de dire qu'on se met à part, mais surtout d'exister par rapport aux autres. Oui, je vais essayer de comprendre Je vais reformuler. Je disais qu'à un moment, il fallait bien trouver un espace, parce que faut ça on l'a pas dit en termes de manière plus anthropologique. Ces petits Blancs des Hauts, ils viennent d'où? Alors, comme je vous le dis, depuis le départ, vous avez... Ils sont issus de quelle région? De métropole, d'ailleurs? Certainement, sauf que certains se sont mélangés. Au fil de certains mélanges, on va dire que, entre guillemets, la race, la nation, comme on dit en créole, a pris le dessus ou je ne sais pas quoi. Mais dès le départ, sachez que il y a bien sûr... La Réunion est quand même... sa population vient d'une part de la traite négrière, de la déportation de populations extérieures, et il y a également l'arrivée de populations de la France, de Bourbon, oui. Moi, je disais la France parce que c'était Bourbon à l'époque, qui veut se débarrasser de tous ces sujets qui ne lui sont pas très très utiles, et même voire pas très, comment dire ceci, ils ont une image, en général, soit ce sont des vagabonds, soit ce sont des enfants, on va dire, des pupilles de la nation.
De la nation, peut-être pas, mais de nobles peut-être, vous voyez, ou des gens déshérités, et à côté aussi quand même des aventuriers, on n'en a pas besoin. C'est l'époque de l'expansion. On va aussi dire, il faut des hommes qui veulent aller... Je vais essayer de schématiser un petit peu. On va dire qu'ils ont vidé les prisons, ils ont ramassé les gens sur le trottoir, des femmes, des enfants dans la rue, des vagabonds. Et c'est vrai que pour faire bien, ils les ont envoyés dans les colonies. Oui. Et La Réunion a hérité aussi de cette population-là. Oui, mais il faut pas s'arrêter alors, hein, parce que là, c'est un petit peu comme la prison de Jet-Dodu à l'époque. On se dit mais c'est une prison, on veut pas entendre parler, c'est la honte. Et puis non, il faut savoir que dans le royaume, hein, effectivement, vous avez des individus, des sujets qui sont dans des situations de misère, dans des situations de colère, et quand ils sont pris, s'ils peuvent coloniser, on les envoie. Maintenant, dire systématiquement ce sont des anciennes prostituées ou des voleurs, etc., ça sera systématiquement. Je dis ce sont aussi. Oui, pardon. Oui, mais bon, c'est ce qui s'énonce. Hein. On ne sait pas trop. Il faudrait peut-être faire une biographie un peu plus rigoureuse là-dessus. Mais disons quand même, on va le dire une fois pour toutes, c'est comme ça. Moi, je pense que on peut le généraliser de cette façon en disant que le royaume se débarrasse de sujets dont il ne veut pas. Et à côté de ceci, parmi ceux-là, il y a même des nobles où, par la suite, ça va être parce qu'en dehors de cette catégorie, hein, vous avez aussi ceux qui vont venir pour être des officiers, etc. Bon, mais juste une parenthèse, on va aussi parler de la population métropolitaine qui quitte Madagascar pour La Réunion. Et il y a à un moment, il y a ce lien qui va se faire, c'est-à-dire que ceux qui sont partis de la métropole pour Madagascar vont aussi venir à La Réunion à un moment. Oui, alors là, très rapidement quand même, hein, je suis pas la spécialiste, mais c'est vrai qu'il m'a fallu faire un détour sur l'histoire de La Réunion. Et comme tout le monde, on a admis qu'il y a eu ces déportés de Fort-Dauphin. C'est révolté de Fort-Dauphin. D'ailleurs, j'ai un ami, le sculpteur, là, Henri Mailloux, qui me dit apparemment, ma famille appartient à ce qu'on appelle les débris de Madagascar. Et nous nous amusons beaucoup. Ne soyons pas péjoratifs sur les termes. Non, mais ce sont les termes, je veux dire, utilisés à l'époque dans les registres, dans les écrits, vous voyez. C'est vrai que les révoltés, on les a fait partir pour éviter que ça fasse tache d'huile, concernant la population malgache. Oui, on les appelait, les blancs, on les appelait les débris de Madagascar. Maintenant, ils en rigolent, hein, parce que tout ce qui, même dans ce qu'on appelle ce qui devait fournir des informations sur la population de l'île, dès qu'elle sort, on va dire, du bon comportement, qu'elle sert pas à la production, faut savoir quand même on trace de ces personnes un portrait, des portraits pas très élogieux. Vous voyez, on entend donc parler du petit blanc alcoolique et ceci. On entend parler de ces personnes qui font du commerce interlope, interdit parce que il faut dire que la résistance réunionnaise créole a toujours existé. C'est pour ça que je disais qu'ils étaient en vase clos. Ils ont créé leur vie. À un moment ou un autre, quand on regarde, on ne peut pas dire qu'ils étaient considérés par les propriétaires, on peut pas dire qu'ils fréquentaient la bourgeoisie à La Réunion. Donc, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, ils aient un espace de vie. Et ils ont créé leur espace de vie. Oui, maintenant, créer un espace de vie dans une société où la division sociale repose sur une hiérarchisation raciale, on va dire, c'est sûr que peut-être ils ont pu avoir une certaine solidarité de la
part des Blancs plus riches pour être en colonnage. Donc, ce qui explique peut-être aussi qu'ils ont eu plus d'accès, parce que les terres, comme on disait, c'est du battant des lames au sommet des montagnes. Donc, il fallait un petit peu jouer avec différentes solidarités, quoi. Hein. Pour pouvoir accéder à cet outil, cette terre qui leur était interdite, qui ne possédaient pas. Donc il fallait vraiment, c'était pas le droit, il n'y avait pas de contrat comme à l'heure actuelle de droit. Hein, c'est quand même le propriétaire, lui, il décide dans son régime du colonnat partiaire et tout, de savoir, avant même ça, du métayage, il décide s'il a envie de louer sa terre. Et là, bon, même si il y a d'ailleurs même parfois un abus de ces colons, bon, il faut parfois qu'ils jouent un petit peu sur le bon vouloir du grand propriétaire pour avoir un petit bout de terrain. Alors, c'est vrai. Maintenant, excusez-moi, je voulais dire une chose aussi parce que c'est important, c'est que il y a eu cette question, on disait que les Blancs, donc ces petits Blancs, la société des hauts était présentée par des grands chercheurs qui ont, on va dire, pignon sur rue, qui n'ont rien à voir avec la société de la plantation. Eh bien, ou qui n'ont jamais touché à la canne à sucre. Il faut savoir aussi, c'est vrai, qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle le Baker's Club qui, sur son petit terrain, pour l'auto-consommation, avait besoin bien sûr de monétaire, et qu'il lui fallait bien sûr de temps en temps aller travailler et faire des échanges. Et c'est en ce sens que je parle de lien et de métissage entre les différents groupes qui se trouvent un peu en hauteur. C'est que parfois, entre leur petite exploitation à faire vivre et le travail de la canne à aller, etc., ils sont aussi débordés. Donc, ils passent un petit peu aussi parce que, on va dire, par du travail, un partage de travail. Bon, ils confient, ils deviennent, on va dire, de sous-traitance, quoi. D'accord, on va s'arrêter là parce qu'il va nous rester 1 minute et si on aborde notre sujet, on ne pourra pas aller plus loin. Patricia Château, merci. Je rappelle donc que vous êtes sociologue et que votre thèse donc a abordé les gens des hauts. On reviendra en tout cas sur cette thèse-là. On verra sur d'autres éléments. On reviendra bien sûr sur les gens des hauts. On verra un petit peu pourquoi ils sont devenus les Yab, pourquoi c'est eux qui ont créé cette mode de vie, que ce soit du côté de Mafat, du côté de Sillaos ou même à Salazie. On verra un peu la place qu'on prend, comment la réunion s'est faite dans les Hauts, avec les gens des Hauts, avec nos Yab, ceux dont on est vraiment très fiers parce qu'ils appartiennent aussi à la société rayonnaise. Merci donc à Patricia Château. Je rappelle donc qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir. J'espère que cette semaine va bien se passer. En tout cas, merci à vous. Merci à Laine. Merci à François. Portez-vous bien. À demain.